Bonjour à vous. Cette vidéo est une réponse à l'article que vous avez pu voir la semaine dernière, l'article du Monde, ce portrait de 2 pages que l'on a présenté et qui pose un problème. Alors je ne vais pas m'attarder sur les interprétations des uns et des autres, sur le fond du débat, des choses qui sont répétées, mais simplement mettre en évidence la réalité du travail, le manque de sérieux de ce travail en l'occurrence, puisque ce que l'on voit, ce que l'on peut considérer, c'est le nombre de fautes factuelles qu'il y a. Alors, je l'ai souvent dit d'ailleurs dans les textes de Caroline Fourest, il y avait jusqu'à 224 fautes factuelles. Dans le texte de Yann Hamel, des livres, il y avait jusqu'à 202 ou 203 fautes factuelles. Et puis, ici, nous sommes dans un texte de 2 pages, 16 fautes factuelles sur 2 pages. Ça veut dire que chaque 180 mots, il y a une faute factuelle. Et donc, je veux juste mettre ça en évidence, parce que si on est si peu sérieux sur les faits, comment peut-on être sérieux sur l'interprétation et mettre en évidence quand on n'a même pas lu les livres, quand on n'a même pas pris le temps de simplement croiser les informations, vérifier les sources d'informations, qui nous dit quoi et d'où il le dit quand il le dit. Eh bien, comment voulez-vous que ce soit sérieux? Et donc ça, c'est malheureusement la réalité. Alors, l'arrêt sur image met en évidence que ce qui ressort des 2 articles, c'est-à-dire cet article-là et puis l'enquête de Mediapart, sur laquelle je reviendrai exactement de la même façon, juste pour croiser les faits, pour montrer combien il y a des fautes factuelles dans ces deux portraits. J'y reviendrai, mais ici je vais me concentrer sur le Monde. Eh bien, simplement, ce qui est mis en évidence par émission 1, c'est que je n'aurai pas de double discours. Ce que tout le monde sait, en l'occurrence ceux qui m'entendent, vous qui m'entendez, les journalistes, même les politiciens, ils savent que j'ai pas de double discours et que ma parole elle est unique, ça c'est des constructions. Mais je vais pas parler de ça, je vais juste m'attarder sur les faits. En commençant déjà par l'introduction, par mettre en évidence que la journaliste m'interpelle, elle me dit « je veux faire un portrait sur vous, sur le fond de votre pensée, sur les livres », ce qu'elle ne fera pas en l'occurrence. Pas de citation de livres, pas de lecture réelle, pas de travail approfondi sur le fond. Deuxième des choses qu'elle ne me dit pas, c'est en l'occurrence le fait qu'elle travaille avec une collègue qui est une habituée des biographies non autorisées, des propos qui sont parfois sulfureux et qui recoupent très approximativement les faits. En l'occurrence, si je l'avais su, je n'aurais sans doute pas fait cet article, je n'aurais pas répondu avec un accord si la journaliste m'avait dit avec qui elle travaillait. Troisième des choses, c'est les citations. On avait mis en évidence le fait que toutes les citations, mes citations, je pourrais les relire, donc pas tout le texte, et qu'elle me les enverrait. Alors effectivement, la journaliste m'a envoyé des citations, et dans un premier temps, il y avait des paragraphes entiers de citations où on me donnait la possibilité de répondre sur la substance, ce que j'ai fait, mais quand elle m'a envoyé les citations, eh bien, c'était pratiquement, c'est tout ça, hein, c'est 15 pages de citations, et puis j'avais pris le temps, comme vous pouvez le voir là, de mettre en évidence toutes les critiques de ce qu'il fallait enlever, ce qu'il fallait mettre. J'avais pris un temps énorme. Qu'est-ce que fait la journaliste quand elle voit la précision de mes réponses? Elle va enlever toutes les citations, toutes ces grandes citations, elle va en garder 8 ou 9 d'une ligne, justement, qui ne disent rien, parce que c'est comme ceci qu'elle veut rendre ma parole, et qu'elle ne rend plus rien, en l'occurrence. Elle m'a fait faire un travail qui m'a pris plusieurs heures, et puis qu'elle va jeter par la suite parce que ça ne lui convient pas. Elle va en garder une sur laquelle je reviendrai, parce que c'est assez révélateur de sa façon de fonctionner. Donc déjà, l'entrée en matière met en évidence le manque de sérieux et puis le manque de parole de la journaliste sur ce qu'elle avait dit. Alors ensuite, ce qui nous est mis en évidence dans le travail ici, c'est ce que je voudrais mettre en évidence, c'est les fautes factuelles. Simplement ceci. Ensuite, vous jugerez de comment de ces fautes factuelles on peut ensuite passer au sérieux de l'analyse sur la substance. Première des choses, ne pas vérifier ses sources, c'est-à-dire qu'un homme apparaît qui dit qu'il est l'ami de la famille, qu'il connaît depuis longtemps, il se présente en l'occurrence avec un titre. Déjà, on va vérifier quand on dit « je suis professeur d'anthropologie à l'université de Lausanne », comme il est dit. Et en l'occurrence, vous allez qu'à regarder, vous apercevez qu'il ne l'est pas. Déjà, dans sa façon de se présenter, entre le fait d'avoir donné des cours et de se donner une parole académique qui serait censée discréditer
la référence académique de l'autre, déjà on va vérifier, on s'apercevra qu'il ne l'est pas. Et en plus de ceci, ce qu'il dit est totalement infondé, puisque dans les années 70, j'aurais vécu, ou ma famille aurait vécu, dans une grande villa, ce qui n'est absolument pas le cas en l'occurrence, puisque moi j'ai vécu au Paquis, c'est vraiment pas le lieu le plus huppé de Genève, pour ceux qui connaissent Genève, et puis à la route de Mérin, dans un appartement qui était tout ce qu'il y a de plus modeste. En l'occurrence, c'est un peu pénible de lire des choses pareilles quand on sait, pour ceux qui connaissent l'histoire de la famille, comment mon père est mort endetté, et d'entendre et de lire des choses pareilles, c'est totalement... je vais même pas en rajouter plus, c'est presque indécent de dire des choses pareilles et de ne pas vérifier les faits. Troisième des fautes factuelles qui sont des erreurs, c'est ma formation. Alors c'est là-dessus qu'elle m'envoie une citation que je rectifie, je lui dis non, il y avait ce que j'ai fait avant la formation en Égypte, ce que j'ai fait après, ce qui explique l'ensemble de ma formation. La journaliste n'en tient pas compte, elle l'enlève, et quand je lui demande de rectifier, elle m'envoie un message que j'ai gardé et elle me dit « Ah oui, oui, j'ai vérifié ». Or, dans la version finale, elle n'a rien vérifié, elle n'a rien transformé, elle n'a pas mis en évidence mes corrections, elle ne m'a même pas corrigé, elle m'a menti sur ce fait-là, elle a publié la citation originelle avant ma correction. Alors, que l'accord, c'était que je lise mes citations. Alors, elle a déjà enlevé toutes mes citations dans un premier temps, et puis ensuite, au moment où je corrige sur une, elle me ment et elle ne fait pas son travail. Ensuite, quatrième faute factuelle, c'est celle qui concerne ma thèse, où c'est parce que il y aurait eu un problème, parce que j'aurais été trop favorable aux thèses islamistes ou même des frères musulmans, ce qui n'est absolument pas le cas. Un des jurés, effectivement, a mis ceci en évidence, mais absolument pas. Le problème et le fond du problème, ça a été la gestion du professeur lui-même qui se retire et qui se retrouve en situation, le corps professoral de Genève le met en tort, car sinon, comment expliquer qu'il y a un deuxième conseil de jury qui va être mis en place? Si c'était moi le fautif et si la substance de la thèse était mauvaise, pourquoi alors refaire un jury? C'est lui qui s'est trouvé en situation, qui avait même lui accepté d'écrire la préface ou la préface du texte qui devait être qui devait être publié. Donc, en l'occurrence, il s'est retrouvé en situation extrêmement difficile, et c'est pour ça que maintenant il donne une autre version, parce que dans les faits, administrativement, la logique met en évidence ce fait. Donc, pourquoi qu'on ne va pas vérifier ceci? Et en l'occurrence, même le professeur Schulze écrit une lettre en mettant en évidence le caractère académique de la recherche, quoi qu'il ait pu dire maintenant par la suite, ou en même temps sans qu'on vérifie ses propres citations. En l'occurrence, le professeur Schulze écrit une lettre que j'ai encore, qui met en évidence le caractère. Et n'aime pas simplement ceci, même sur le caractère académique de la recherche. Bruno Etienne a écrit un texte, il était membre du jury, et puis des professeurs d'Espagne, comme des professeurs qui n'étaient pas simplement de Genève. Et en l'occurrence, que ceci m'est coupé de trouver des universités par la suite, ne correspond à rien. Quatrième des fautes ici factuelles. La cinquième des fautes factuelles, c'est... celle qui concerne mon frère. Ses collègues de l'Université de Genève se seraient désolidarisés de lui. D'abord, ça n'était pas l'Université de Genève, il était au collège, ce qui, selon au cycle d'orientation, ce qui concerne le collège en France, et en l'occurrence, il a gagné son procès contre l'État. C'est l'État qui le démet de ses fonctions, et il gagne son procès, et l'État refuse de le réintroduire malgré le fait qu'il ait gagné, et dont ils ont dû l'indemniser. Ça n'a rien à voir avec ses collègues de l'université où il n'était pas, en l'occurrence, puisque factuellement encore, il faut s'arrêter à cela, je m'y arrête là. Un petit élément qui montre bien la précipitation du travail de la journaliste. Non, ce n'est pas Charles Pasqua, c'est Jean-Louis Debré qui m'a interdit d'entrer pendant 10 mois en France, et il a perdu en l'occurrence le procès. Après, on a dit que c'était une faute sur le nom, mais ça correspondait à une gestion de cette violence extrémiste à l'époque. Ça n'est pas
Charles Pasqua. 7e des fautes, en l'occurrence, qui concerne mon texte qui est écrit sur les nouveaux intellectuels communautaires où je citais un certain nombre d'intellectuels, mais je savais, je le mets en évidence, que certains sont juifs et d'autres ne le sont pas. Je n'ai jamais établi une liste de juifs comme il a voulu être dit. Et d'ailleurs, personne ne m'a attaqué sur ceci, si ça avait été s'il y avait eu l'once d'un antisémitisme. Mais non, et même ce texte, je l'ai envoyé. Et j'ai même cité des personnes avant et après que j'ai pu mettre et enlever qui n'étaient pas juifs. Et même dans la citation que l'on met en évidence ici, où l'on m'accuse de vouloir spécifier une liste d'intellectuels, où je me serais trompé, mais non, je ne me trompe pas. Et la preuve, elle est même dans le texte ici, quand il est dit « prendre un positionnement politique qui répond à des logiques communautaires en tant que juif, ou nationaliste, ou défenseur d'Israël ». Mais si j'avais pensé qu'ils étaient tous juifs, j'aurais dit « et nationaliste, et défenseur d'Israël ». Non, ou ça veut dire qu'ils peuvent être défenseurs d'Israël ou juifs. Et en l'occurrence, il y en a certains qui ne sont absolument pas de confession juive, mais qui sont absolument pro-Israël à un point où ils en sont aveugles. En l'occurrence, ceux-là, j'en fais aussi la critique ici. La 8e faute factuelle, c'est que à la suite de ceci, j'aurais perdu la seule heure d'enseignement que j'avais à l'université de Fribourg. Mais c'est totalement faux. La seule fois où il y a eu une remise en cause de mon enseignement, c'était l'année qui précédait ce texte-là, et eu 200 étudiants à Fribourg, c'était même dans la manchette du journal de la Liberté, sont venus en soutien parce que l'attaque venait de l'UDC, le parti d'extrême droite suisse. Et donc en l'occurrence, je n'ai jamais perdu mon poste. L'année suivante, en 2004, quand je suis engagé à l'université de Notre Dame, c'est en 2004, et en l'occurrence que je démissionne de Fribourg et je m'en vais. Donc je n'ai jamais été démis de mes fonctions. Et même en l'occurrence, quand j'ai été démis de fonctions en Hollande, dont on ne parle pas dans le texte ici, je gagne les 2 procès. Mais là, à Fribourg, c'est une 8e erreur. La 9e erreur, c'est de dire dans les années 2000, eh bien, la dynamique, là on la présente comme une organisation présente musulmane, est en train d'imploser ou de se... qu'est-ce qu'on dit exactement? Elle était quasiment à l'arrêt, totalement faux. En 2005, 2006, 2007, on est dans 18 villes, on n'est pas du tout à l'arrêt, et il n'y a absolument pas, de ce point de vue-là, d'arrêt dans notre travail. Au contraire, on est en pleine effervescence, mais encore une fois, des faits qui ne sont pas vérifiés. En l'occurrence, ici, même sur ce qui est dit par rapport à, mais je ne vais même pas le considérer comme une faute factuelle, mais ce qui a été l'expérience américaine, on dit, bon, sa consécration, elle est en 2009, on ne dit rien de cet engagement en 2004 à l'université de Notre-Dame, et qui, en l'occurrence, était déjà bien dans la continuité de mon travail, mais le Qatar n'était pas à Notre-Dame. Notre-Dame, le Qatar, une université catholique qui m'avait engagé avec un double poste de professeur dans 2 domaines, eh bien, il n'était pas avec le Qatar. Et après, on dit, la consécration vient en 2009 avec un texte qu'il reçoit, et qu'il reçoit comment? Alors là, 3 erreurs factuelles sur lesquelles l'université, en l'occurrence, 4 même en l'occurrence, sur lesquelles l'université d'Oxford va réagir. Elle a écrit un texte et une lettre au Monde en demandant des rectifications sur des choses qui ne sont pas admissibles sur le plan des faits. Première des choses qui est mise en évidence, c'est que c'est le Cheikh Qaradawi qui aurait été celui qui, par l'intermédiaire de Cheikh Hamoza, aurait fait que j'ai obtenu le poste. L'université répond, bien entendu, que ça n'est jamais le cas, que le Qatar a effectivement donné de l'argent pour 2 chaires et non pas simplement la mienne, et que celles-ci ont été ouvertes à la candidature et qu'il y a eu plein de candidats et que c'est un corps professoral qui a en l'occurrence fait le choix et que jamais un donateur ne peut intervenir dans le choix des professeurs. Comment la 2e université du monde, c'est comme ça qu'elle fonctionnerait, par l'intermédiaire du Cheikh Qaradawi. C'est pas sérieux. Mais qui est-ce qui rapporte ces faits-là? Eh bien, celui qui rapporte ces faits-là, c'est Awas Seniger. Et la journaliste ne l'a même pas vérifié, que ça fait maintenant des semaines et des mois qu'il se fait, en l'occurrence, un nom sur un travail de dénigrement avec des choses qui sont farfelues. Là, c'est quelque chose de totalement farfelu, que n'importe quelle personne qui connaît comment fonctionnent les universités anglo-saxonnes, les meilleures au monde, en l'occurrence ici, est-ce qu'elles peuvent juste fonctionner de cette façon-là? On ne va même pas vérifier. S'ajoute à cela le fait qu'on dise que l'argent qui a été donné que
l'État du Qatar a financé le renouvellement du lieu où je suis, du centre où je suis, ce qui n'est pas vrai. C'est une banque, et en l'occurrence une banque dont l'essentiel est l'engagement d'un donateur qui a donné cette somme à l'université, qui n'a rien à voir avec le Qatar. Et l'université le dit clairement dans sa lettre, et Le Monde, en l'occurrence, les deux journalistes vont répondre, oui, mais il y a un actionnaire qui est qatari. Alors, l'actionnaire de la banque qui est qatari, un d'entre eux est qatari, voudrait dire qu'en fait, c'est l'État. Ça ne tient pas, et c'est des constructions qui sont constructions complètement farfelues, qui ne tiennent à rien. Troisième défaut factuel, c'est de dire le Cheikh Al-Qaradawi fait partie d'un comité de conseil de l'université. Non, il est dans un advisory board, un comité de conseil du centre d'études islamiques qui est basé à Oxford, qui est un centre indépendant qui ne participe pas de l'université. Et donc l'université répond, il ne fait pas partie de l'université. Et donc en l'occurrence, vous dites ici encore des choses qui sont inexactes. Les réponses des journalistes vont essayer, contre ce que dit l'université, de prouver que le centre indépendant de recherche de Oxford Center for Islamic Studies fait partie de l'université, alors que l'université elle-même vous dit mais non, c'est un centre indépendant qui peut être affilié mais qui n'est pas l'université. Toute la gestion administrative, la direction, les professeurs, les engagements n'ont rien à voir avec l'université. Et donc, puisqu'on vous le dit, comment est-ce que le journal du Monde peut essayer de se justifier en disant à l'université ce que l'université nie dans les faits, preuve à l'appui, administration à l'appui. La 14e faute ici, en l'occurrence, elle est mise en évidence sur mon engagement aussi en Angleterre, où on dit que à la suite de ce qui s'était passé, je serais rentré dans une task force avec Tony Blair, et puis j'aurais été silencieux alors que j'étais très critique par rapport à George W. Bush. C'est un mensonge encore sur les faits, puisque je suis engagé dans une task force pendant 6 semaines, et mon engagement est spécifique. Il n'y a ni salaire, ni engagement autre que celui de participer au débat, et immédiatement, ça sort dans le Guardian, ma position est très critique en disant à Tony Blair, vous ne pouvez pas dire que votre politique étrangère n'a rien à voir avec la violence extrémiste. Il n'y a rien qui puisse justifier la violence extrémiste, mais votre engagement en Irak à la suite de Bush est absolument inadmissible. Ça a été dit, et en l'occurrence, à aucun moment je n'ai dit autre chose, ce qui a été publié dans le Guardian. Là encore, 14e faute factuelle. La 15e faute factuelle, c'est mon soi-disant activité académique réduite. Là aussi, elle m'avait posé une question, j'avais fait une longue réponse sur les 5 articles qui sont publiés, les 3 que je suis en train de préparer, là, le texte de référence en 4 volumes dans Routledge sur l'éthique islamique avec 64 textes de recherche, 64 papiers qui sont des papiers de recherche, le fait de l'engagement à lancer un Master en Islamic Ethics, et puis avec l'idée d'un PhD que nous mettons en évidence. Tout ceci, tout ce travail-là, et les publications qui sont faites, le livre qui est un texte académique, en l'occurrence sur l'introduction à l'éthique islamique, rien. Il ne travaille pas là-dedans. Pourquoi? Encore une fois, pour toujours donner cette impression de minimiser les faits, et puis de minimiser les faits, de minimiser l'engagement, comme c'est la dernière faute ici, sur les chiffres qui sont donnés des ventes et des livres que je fais, avec une sélection de livres, et puis des chiffres qui ne correspondent pas à l'ensemble des ventes, mais encore une fois, des petits détails, mais toujours avec cette caractéristique dans le mensonge sur les faits ou la distorsion des faits de vouloir minimiser ou de donner une image qui ne correspond à rien. Alors, arrêt sur image dit, il faut être content. Ce qui reste de cela, c'est que les journalistes ne retiennent pas l'accusation du double discours. Ce qui pourtant ressort de tout ceci, au-delà du manque du sérieux sur les faits, c'est un portrait qui veut continuer à entretenir ce qui a toujours été entretenu. Je ne vais même pas rentrer là-dedans. Il me suffit de dire 16 fautes factuelles, comme d'autres en font 200 dans des livres. D'ailleurs, proportionnellement, ils en font presque plus que Caroline Forrest dans les faits. Eh bien, ces fautes-là mettent simplement déjà en doute le sérieux que l'on peut avoir sur la réflexion sur la substance. Ça me suffit, je m'arrête là, c'est ma réponse, et c'est de ce point de vue-là ce que j'ai à dire à ce jour. Je ferai exactement ce même travail par rapport aux 5 textes de Mediapart qui sont, pour certains d'entre eux, dans les faits, eh bien presque plus accablants que ce que nous venons de dire. Voilà, à bientôt, et j'espère que cette clarification aidera à
cadrer les choses, en tout cas dans les termes du débat. À bientôt.